Bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire de Syntec Conseil de la commission coaching sur le leadership à impact. Je suis Anne Norpals, directrice de l'activité Leadership Development chez Grant Alexander et je co-préside la commission coaching avec Valérie Rocoplan, directrice générale du cabinet Talentis. Je vais présenter Syntec Conseil en deux lignes. Syntec Conseil, c'est le syndicat professionnel représentant les sociétés de conseil en France. Avec aujourd'hui 250 entreprises membres adhérentes, Syntec Conseil représente la profession dans toutes ses dimensions et invente les métiers du conseil de demain. La commission coaching est une commission de travail de Syntec Conseil et elle réunit les entreprises pratiquant donc le coaching professionnel. Nos missions au sein de la commission, elles sont nombre de trois. C'est d'abord contribuer à la professionnalisation du métier de coach professionnel. C'est de se poser en tant que garant de la réglementation, de la déontologie et de l'éthique du métier de coach. On a encore besoin aujourd'hui. Et puis, d'être un observatoire pour suivre les évolutions du monde du travail, faire évoluer nos pratiques de manière pertinente. Et il nous a semblé aujourd'hui que ce sujet de leadership responsable et impact est un sujet dont la commission coaching devait se saisir. Alors, je suis Yolande Bouzage, executive coach chez Version Originale et membre organisatrice du webinar de ce matin. Alors, on a la chance aujourd'hui d'accueillir Caroline Renoux. Caroline est fondatrice et dirigeante du cabinet Burdeo, qui est un cabinet de recherche de talents pour les métiers à impact positif. On accueille également Joël Tronchon, qui est directeur du développement durable Europe pour L'Oréal, et Patrick Dumière, qui est cofondateur d'EcoLearn et pratique le conseil en stratégie durable depuis de nombreuses années et enseigne également dans des grandes écoles. Je crois que c'est Centrale Supélec, Patrick. Notamment, voilà. Alors, Caroline, Joël et Patrick, on est vraiment heureux de vous avoir ici à mes côtés pour éclairer la manière dont le leadership s'exprime aujourd'hui pour répondre à ce besoin de concilier performance économique et bien commun. Alors, pourquoi on dit ça? Parce que je pense que chacun aujourd'hui est traversé par tous les défis sociaux et sociétaux qu'on peut rencontrer. Ils sont nombreux et je pense qu'on a tous des exemples en tête, crise sanitaire, écologique, accès équitable aux ressources. En tous les cas, on sait que l'entreprise va devoir adresser ces sujets parce que les constats sont sans ambiguïté. Alors, soit parce qu'il y a cette pression qui va les inviter à changer, soit parce qu'elles font un choix volontaire, notamment en retravaillant la raison d'être. Les entreprises se mettent actuellement en mouvement pour construire un futur durable et plus désirable. Alors, en tant que coach, on voit souvent dans nos séances des personnes traversées par ce sujet de RSE. Donc, il nous est apparu légitime aujourd'hui de faire appel à Caroline, Joël et Patrick pour éclairer ce qu'est le leadership qu'on appelle à impact, qu'on peut aussi appeler leadership sociétal ou leadership positif. C'est ça notre sujet du jour, d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça fait évoluer dans la manière d'être et de faire des talents, des managers, des dirigeants. Voilà, qu'est-ce que ça va chercher en termes de posture et de comportement, mais aussi, je pense, en termes d'apprentissage. Voilà, je vais donc passer la parole à Patrick Dumière qui va nous donner un rapide éclairage sur la situation et ensuite va animer le débat avec Caroline et Joël. Et bien évidemment, tout au long de cette intervention, vous pouvez nous poser vos questions à travers le chat et on essaiera d'en prendre quelques-unes pendant le débat et sinon à la fin de ce chat. Voilà, c'est à vous Patrick. Merci Yolande et merci à Syntec de cette invitation. Nous allons tous les trois, avec Caroline Renoux et Joël Tronchon, essayer de mener sur un bon rythme un peu cette réflexion à laquelle vous nous conviez et dans laquelle j'espère que les uns et les autres ici participants viendront apporter leur éclairage et leur questionnement. À un moment où votre webinaire est très opportun, à un moment où effectivement évidemment, le monde changeant, la société changeant, les entreprises sont prises dans un mouvement très, très considérable qui touche
façon dont on vit le rapport au travail, ça on le sait bien, mais le rapport aux autres, le rapport à la hiérarchie, le rapport aussi à ses motivations. Et donc, il est évident qu'il y a là un mouvement qui est du reste aussi difficilement défrichable, tellement il est confus que un petit peu vaseux et fumeux dans certains cas, et en même temps extrêmement structurant et interpellant dans bien d'autres. Donc, pas facile de voir ceci. Je rappellerai qu'au sein de Syntec, il y a toute une partie des conseils qui sont spécialisés dans cette action particulière qui est de gérer la problématique de durabilité, la transformation des modèles durables des entreprises, puisque c'est en fait ça l'axe directeur qui est demandé au business aujourd'hui dans son rapport à la société. Mais ça passe par l'humain, ça passe par les personnes, et donc on ne change pas. Et ça, je pense que le professionnel qui a beaucoup d'années de transformation à son actif, qui est Joël, nous le rappellera. On ne fait pas ça tout seul. On ne peut le faire qu'en entraînant une dynamique, et que parce qu'il y a un consensus à un moment donné, ou en tout cas un rapport de force assez qui supporte assez nettement dans l'entreprise la volonté d'avancer différemment et de prendre des initiatives dans le sens de la responsabilité. Donc oui, il y a une cristallisation aujourd'hui sur les RH de cette pression considérable de transformation pour des raisons de fond qu'on évoquera peut-être ici si on le souhaite, mais enfin, que chacun a à l'esprit en tout cas, qui vont du climat à une modification de la chaîne de valeur et aux attentes aujourd'hui de bien-être et de le faire dans des conditions qui sont acceptables pour la planète. Donc ça, c'est quand même le fond du sujet. Et évidemment, est-ce que nous avons les personnes, les femmes, les hommes, les cadres, les personnes, les salariés qui sont aptes à porter ensemble ceci sans se perdre dans des débats comme ça a été le cas pendant très longtemps et sans être eux-mêmes un peu, je dirais, toujours sujets uniquement à leur propre considération personnelle pour pouvoir se retrouver dans un collectif qui fait avancer les choses. Voilà. Donc, à ce moment-là, oui, il y a un appel à des professionnels, oui, il y a un appel à des savoir-faire, oui, il y a un appel à des connaissances, on va en parler avec nos deux experts. Et tout d'abord, je vais les faire réagir tout de suite un peu pour qu'on se comprenne bien les uns les autres. Justement, à travers cette introduction, j'essaie de justifier le fait qu'aujourd'hui, il faut créer les conditions humaines et sociales qui portent la transformation en cours, faire attention aux mots qu'on emploie, est-ce que je comprends bien les uns les autres, parce que ça parle aussi dans tous les sens du point de vue du vocabulaire. Donc, oui, il y a une demande de leadership autour des questions de développement durable, comme on dit en français, sustainability en anglais, qui se traduisent par une volonté que les entreprises aient des impacts positifs et corrigent leurs impacts négatifs, il faut faire dire, et qui se retrouvent dans le corpus de ce qu'on a bâti depuis des années, qu'on appelle la responsabilité sociale d'entreprise, sociétale d'entreprise. Voilà. Donc, ce n'est pas que le sujet des dirigeants en charge de ceci, mon cher Joël, je pense que, vous allez nous le redire, il n'y a pas que vous qui faites la durabilité de L'Oréal en France. Voilà, c'est un truisme que j'ouvre. Là, vous devez le faire avec tous les autres. Donc, comment on le fait? Et quels sont les mots que vous utilisez, comment ça se définit, comment vous vous retrouvez les uns les autres pour que quand même, au début était le verbe, quand même qu'on sache de quoi on parle. Et puis je demanderai à Caroline de réagir derrière, c'est elle est aussi confrontée à cette diffusion de tous les mots, tous les concepts et autres, comment elle se retrouve dans une idée centrale qui incite les cadres qui veulent aller dans ce domaine à savoir exactement ce dont il s'agit. Joël, vous vous retrouvez dans votre dynamique collective chez L'Oréal autour de ces sujets à travers quel concept et comment vous l'exprimez déjà? De quoi parle-t-on? Alors, bonjour à toutes et à tous. Quand on parle d'impact, chez L'Oréal, on parle plutôt de développement durable, de RSE. Enfin, tout ça, c'est en gros, c'est assez simple. Il y a trois choses. C'est les impacts dans toutes les décisions que les leaders doivent prendre, et les dirigeants et tous les salariés d'ailleurs. C'est est-ce que j'ai un impact positif sur les gens, donc l'aspect people, l'aspect humain. Donc, ça peut être des répartitions de valeur, ça peut être de l'équité, ça peut être de l'éthique, ça peut être du revenu à partager. Voilà.
L'impact environnemental, c'est quand même comment on diminue l'impact environnemental, l'impact sur les ressources aussi, qui devient, on parlait beaucoup de carbone jusqu'à il y a un passé récent, on parle toujours beaucoup, maintenant on parle depuis cet été beaucoup de ressources, l'eau notamment, hein, mais pas que. L'énergie, on en parle tous les jours. Voilà, donc l'impact qu'on a sur ces ressources dans toutes ces décisions managériales, quel que soit le métier qu'on fait. Hein. Et puis le dernier, quand même pas le des moindres, c'est l'impact économique, parce que juste, on rappelle les basiques, s'il n'y a pas d'économie du système, il n'y a pas de revenus à partager et il n'y a donc du coup pas d'impact. Donc c'est important aussi. Ça pose la question des business models durables, voilà, qu'on est autour de la table plusieurs à bien connaître. Alors, Caroline, est-ce que vous vous retrouvez dans cette définition qu'a recentré un petit peu Joël et vous-même, est-ce que vous arrivez un peu à faire face un peu à une demande qui est aujourd'hui quand même extrêmement diffuse? Alors, Burdeo, ça fait 12 ans qu'on existe. Je dirais qu'on s'adapte au vocabulaire, donc RSE, développement durable, sustainability, ESG, impact. Voilà, on fait avec. Il ne faut quand même pas oublier le basique qui est comment faire baisser ses externalités négatives et puis maximiser ses externalités. Voilà, ça c'est la bonne définition. Voilà. Là où je reste quand même très vigilante, voire très fâchée quand je l'entends, c'est quand des gens me disent moi je ne fais pas d'impact, non moi pardon je ne fais pas de RSE, je fais de l'impact puisque la RSE c'est ringard. Et là je trouve que effectivement c'est grave. Et c'est là où je vais quand même poser la base, c'est que la quête de sens, c'est formidable, mais il faut une quête d'exigence tout de suite derrière et se former et s'informer, c'est vraiment la base. Et je vous remercie de rappeler ça, et je dirais que c'est un message qu'on renvoie à nos amis de Syntec et aux professionnels qui guident les cadres et les salariés pour que justement, dans le dialogue qui se noue aujourd'hui autour d'un leadership responsable, on précise exactement ce dont il s'agit, ce qui, en fait, pour faire la transition vers le sujet suivant, en fait, doit reposer quand même sur des connaissances, sur des réflexions, je me permets de le dire, sur des bases scientifiques. Et donc, il ne peut pas y avoir, me semble-t-il, c'est une question que je vous pose, de leadership responsable. Alors, bien évidemment, chez le cadre en charge de ceci dans une fonction CSE ou autre, mais dans une DG, dans des cadres RH et autres, s'il n'y a pas un fond commun, un socle de connaissances qui va permettre de savoir derrière ces mots ce qu'ils veulent dire et quel est leur rapport à la réalité de l'entreprise, à la réalité de l'entreprise dans la société. Donc, comment, Joël, vous-même, vous arrivez à remettre un petit peu dans votre dialogue avec, alors là, l'ensemble de la collectivité l'oréalienne, comme on dit, mais de toute entreprise, et comment vous, et l'entreprise précédente où vous avez œuvré pendant longtemps en changeant bien les choses, comment vous arrivez à faire en sorte que vous remettiez les uns et les autres sur des bases scientifiques qui vont faire que derrière le mot, on voit l'immensité du travail en question, enfin le sujet, l'enjeu. Alors, moi j'aime bien ce que tu rappelles sur les bases scientifiques. Science-based, c'est notre obsession chez L'Oréal, particulièrement, enfin, quand on est dans un groupe leader mondial des cosmétiques. Si on n'a pas un discours de développement durable, de RSE ou d'impact assis sur de la science, évidemment, on a pas mal de gens qui seront ravis de nous critiquer. Donc, la première des exigences de nos leaders à impact chez nous, c'est science-based. On le répète 10 fois par jour. Ça veut dire quoi concrètement? Le climat, quand on a des discours sur l'impact d'un nouveau produit, par exemple, sur l'eau, le climat, le carbone, c'est les planet boundaries, c'est les limites planétaires, c'est des méthodologies scientifiques, c'est des corpus de connaissances scientifiques sur lesquels on s'appuie, et c'est aussi des outils, analyse de cycle de vie, etc. Donc, il y a derrière de la science pour prouver et pour soutenir toutes les revendications environnementales qui sont liées à un produit ou un service. Donc ça, c'est le premier truc. Mais ça marche aussi dans les sciences sociales. Quand on fait chez L'Oréal, et on a fait depuis des années, on a un groupe très, très en avance sur les sujets d'inclusion, de diversité, quelles que soient d'ailleurs les minorités dont on parle, c'est de la science. Il y a aujourd'hui des sciences sociales. On dit n'a pas n'importe quoi sur le futur. C'est pas le ressenti de chacun. C'est pas et en plus il y a le côté multiculturel donc il faut prendre en compte parce que aux États-Unis parler de Black Lives Matter c'est pas pareil qu'en France. Donc du coup il y a de la science sociale. Donc à chaque fois et de plus en plus d'ailleurs on est obligé si on veut être un leader positif en impact
d'avoir des connaissances solides, scientifiques, sciences sociales ou sciences du climat. Si je prends juste ces deux exemples-là. Vous partagez cette analyse, Caroline? Alors, à la fois, je la partage complètement. Je pense qu'il faut vraiment avoir un socle minimum sur les limites planétaires, les ODD, quelques notions sur les grands enjeux réglementaires aussi, parce que ça prend aussi de plus en plus d'importance. Après, je pense aussi qu'il faut, pour être un bon leader à impact, il faut aussi être très humble devant la complexité des sujets, parce qu'on ne peut pas, c'est impossible d'être à la fois expert de l'ACV, du carbone, des sciences sociales. Donc voilà, une culture générale, savoir où aller chercher l'information. Et c'est pour ça que la deuxième compétence qui est ultra importante pour être un bon leader à impact, c'est tout ce qui est savoir travailler en collaboration, en coopétition avec ce qu'on appelle les parties prenantes, donc avec ses collaborateurs, avec ses fournisseurs, avec ses clients et également avec ses compétiteurs. Alors, et là, comment vous, sous question, comment vous vous assurez un peu dans la phase où vous recrutez, vous orientez le devenir professionnel des personnes, ce qui est aussi le cas de coach et des acteurs de Syntec, comment vous vous assurez qu'une personne qui a l'intention d'agir dans ce domaine, elle a les bases suffisantes, elle peut les acquérir aussi, ou elle est très très loin de ça et ça ne peut-être ça peut amener à une orientation différente. Est-ce que c'est une question de diplôme, c'est une question de culture, c'est une question de disposition intellectuelle? Comment vous vous assurez que les personnes savent de quoi elles parlent? Alors, c'est un mix de plein de choses. Hein. Je pense déjà, alors on parle de la quête de sens, enfin en tout cas, porter les valeurs, avoir envie d'y aller, c'est quand même la base. S'il n'y a pas ça, enfin, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent, mais en tout cas, moi, je n'en connais pas, je n'en rencontre pas. Ensuite, c'est quelqu'un qui se sera formé, qui va continuer à s'informer en permanence. C'est quelqu'un aussi qui connaît bien le monde du business. On cherche aujourd'hui des gens qui ont vraiment cette double posture, c'est-à-dire ils connaissent les codes d'aujourd'hui et ils vont savoir comment transformer pour aller vers là où on veut aller. C'est des gens qui vont être capables de réinventer en quelque sorte un paradigme du succès, c'est-à-dire effectivement qui vont être capables d'assurer une performance financière, mais que cette performance financière, elle soit au service d'une performance sociale et ou environnementale. Alors, je voudrais faire réagir Joël sur ce point. Joël, vous avez, je l'évoquais tout à l'heure, dans une vie précédente, transformé un peu le modèle de l'entreprise où vous étiez. Et de ce fait-là, ça suppose que vous ayez pu partager avec les autres dirigeants, bien sûr, une vision de transformation qui heurte, qui évidemment crée une rupture. Il y a plusieurs niveaux dans la rupture. La rupture peut être progressive ou elle peut être plus rapide, mais qui crée une rupture par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, par rapport surtout à une doxa qu'on a enseignée et qu'on pratique, qui est celle d'une entreprise qui est dédiée à l'augmentation de ses ventes et de ses résultats. Comment est-ce que le leadership responsable peut s'appliquer à une volonté de transformation qui est réceptive, qui est ouverte, un peu ce que vient de dire Caroline, parce que la première réaction, c'est qu'elle va susciter quand même des interrogations profondes sur oui, mais, je sais ce que je peux perdre, je ne sais pas ce que je peux gagner. Alors, il y a effectivement, c'est toute une question de nuance et de stretching. Donc, c'est les fonctions de l'impact où ça nécessite d'avoir un peu aussi de goût pour la recherche du compromis et du consensus. Alors, je donne quelques éclairages là-dessus. La première chose, c'est que il faut toujours être, en fonction des sujets qu'on veut faire avancer en impact ou en RSE, il faut à la fois se garder d'être perçu comme le donneur de leçons militant radical. Alors, il faut être de temps en temps activiste. Il y a des sujets où il faut dire, voilà la ligne rouge, en dessous de laquelle il ne faut pas passer. Et vous êtes là aussi pour ça. Si vous voulez avoir de l'impact, il faut à un moment sortir le drapeau rouge en disant non, sur des questions d'éthique, des questions, je ne sais pas, de living wage ou de droits humains. Bon, c'est long. Il faut s'opposer à certaines décisions. Donc, vous êtes là pour ça. Ça, c'est là que vous sortez votre chapeau activiste. Par contre, quand vous voulez, vous êtes sur des transformations de business model durable, vous voulez faire par exemple de l'économie circulaire et faire tourner le modèle
Et vous êtes donc là, vous devez challenger le status quo, mais vous devez le faire en comprenant et en intégrant la logique des métiers avec lesquels vous discutez. Vous n'arrivez pas du jour au lendemain devant vos équipes marketing ou achats en disant on va tout changer, tout ce que vous faisiez avant, on va l'arrêter demain matin. Ça marche pas. Ça marche pas, vous perdez votre crédibilité et puis plus personne à un moment vous portera de crédit et vous transformerez rien du tout. Donc, du coup, il faut, alors, mais en même temps, il ne faut pas être non plus instrumentalisé. À l'inverse de l'activiste radical, il ne faut pas être non plus le compromis oui, compromission non. C'est-à-dire qu'en gros, si c'est pour valider le greenwashing des équipes marketing, c'est pas notre job non plus. Et des fois, vous êtes confrontés tous les jours à des options où les gens, même par bonne volonté, vont vous dire tiens, si on faisait ça, et vous êtes là pour dire non, ça, tu vois, il y a des impacts indirects que tu n'as pas forcément vus, et ça est perçu de l'autre côté, société civile, ONG ou même planète. Tu vois que ta décision, elle peut avoir des impacts. Ah oui, d'accord. Donc, vous êtes là aussi pour éclairer les choix et choisir les options avec les partenaires du business. Mais tous les métiers, je le redis, hein, Oui. tu le disais en introduction tout à l'heure, c'est un métier par définition de collaboratif. On ne fait rien tout seul, en interne, bien sûr, où on travaille avec le métier, mais surtout en externe, où il faut aller travailler, tu le disais tout à l'heure, vous le disiez tous les deux, avec des fournisseurs et des clients et des consommateurs. Je vais laisser Caroline compléter cet aspect du profil qui doit être probablement très déterminant dans vos modes de recrutement, s'assurer que les personnes ont cette capacité à co-construire, qui est probablement, est-ce que vous êtes d'accord avec Joël, comme il le dit, c'est-à-dire quasiment une condition sine qua non d'être un leader responsable, c'est d'avoir une capacité à articuler le changement, plus ou moins vite, plus ou moins fort, mais en situation. Alors, je confirme complètement, hein, je reviens vraiment sur ces deux compétences, enfin, compétences soft skills, comme on dit, compétences comportementales. Oui. Il y a ce côté humilité, parce qu'on ne peut pas être expert de tous les sujets, et la seule façon de pallier et de comprendre la complexité et de ne pas faire n'importe quoi, c'est effectivement de travailler en coopétition et en collaboration avec les autres. Après, sur l'intégration dans les métiers, je voudrais juste parler de quelque chose que moi je vois, oui. c'est que on sent vraiment là que dans les directions financières, il y a quelque chose qui évolue énormément. Alors, chez L'Oréal, globalement, est quand même très en avance, leader sur ces sujets. Il y a déjà des experts reporting financier et reporting extra-financier. Donc, de plus en plus, on voit ça arriver dans les directions financières. Et du coup, ça s'infuse dans tous les métiers. C'est-à-dire que bientôt, quelqu'un qui fait du marketing, s'il n'est pas capable d'intégrer des notions de circularité ou des notions d'empreinte carbone, d'empreinte eau dans les services qu'il propose, il va avoir un problème, il ne pourra plus faire son métier. Donc, je crois aussi qu'il y a un certain nombre de cadres, s'ils veulent faire évoluer leur carrière, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Il faut intégrer ces notions. Alors, ce que vous dites là est absolument majeur. Je vois dans l'enseignement aujourd'hui, et vous avez cité le métier du marketing, qui est peut-être, Joël, vous rentrerez dans ce sujet, puisque votre maison est un temple du marketing, mais qui est un des métiers qui sont les plus sollicités par la durabilité. Hein, c'est assez compliqué. Donc, je suis un marketeur, il faut que je sois un marketeur durable. Dans le futur, je suis un financier, il faudrait que je sois un financier sustainable, extra-financier, durable, responsable, et je pourrais décliner ça aussi sur des ingénieurs en conception, en éco-conception des choses, ou voire même bien évidemment dans les fonctions stratégiques ou autres. Donc, tous les métiers sont à impacter, là du coup, sont impactés eux-mêmes par cette transformation du contexte. Est-ce que ça, vous pensez que c'est un peu inné, c'est-à-dire qu'il y a des cadres, et pour ceux qui font du coaching, on arrive à révéler les talents qui bougent, ou par quoi ça peut passer? Quel est votre conseil pour aider une direction dans un domaine donné à rentrer beaucoup plus dans une logique? On a parlé tout à l'heure de la connaissance, on a parlé des savoirs composés, etc. Mais y a-t-il d'autres actions à mener là dans l'opérationnel pour faciliter le passage d'une direction financière, d'une direction marketing à cette dimension durable à un niveau qui n'est pas un niveau trop basique, mais qui est un niveau opérationnel? Alors là, clairement, il y a de la formation.
c'est pas inné. Il y a de la formation et on est en train chez L'Oréal, donc on a démarré des sessions de formation il y a 1 an et demi de manière générale pour tous les métiers et un socle commun. C'est important aussi d'avoir un socle commun de connaissances sur les thématiques du développement durable et particulièrement sur l'environnement, qui devient de plus en plus technique. Donc ça, c'est la base. Mais après, on va entamer un deuxième stade là, dans les mois qui viennent avec des cursus de formation adaptés au métier. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tout le monde est ça y est, maintenant on maîtrise les basiques, a les bons réflexes. Maintenant, les gens nous disent, OK, mais moi, je suis acheteur, mais moi, je suis marketeur, mais moi, je suis patron du transport logistique. Comment je peux, avec mes équipes, parce que c'est un travail d'équipe, et en plus, c'est mobilisateur pour les équipes. Donc, en plus, beaucoup de métiers ont compris que c'était un enjeu extrêmement intéressant de motivation et d'empowerment et de recrutement et de fidélité des talents. Donc, ça, c'est tout à fait vrai. Et donc, là, maintenant, notre job, c'est d'aider, d'outiller les métiers avec des parcours de formation plus techniques, plus courts aussi, mais plus techniques. Typiquement, alors il y a des métiers où c'est plus facile, entre guillemets. Vous êtes patron de la logistique, c'est sûr que le carbone, l'optimisation du carbone, en plus c'est une bonne nouvelle. Pour vous baisser en général votre bilan carbone, vous pouvez faire des économies. Et voilà. Donc, j'allais dire là, on trouve un consensus facilement et des outils et des approches stratégiques assez facilement. Là où c'est plus compliqué, c'est quand vous dites à un marketeur, bah là, ton catalogue d'aujourd'hui, voilà, tu le transformes radicalement dans les 5 ou 10 ans qui viennent. Chez L'Oréal, par exemple, la feuille de route des chercheurs et des marketeurs, c'est dans 10 ans, l'ensemble des ingrédients seront sans pétrochimie. Imaginez la révolution. On vit tout le temps en 10 ans. On a commencé depuis 3 ans, mais en 2030, on sera sorti complètement. Il y aura que des ingrédients non pétrochimiques, ingrédients naturels, etc. Bon, ça, à la fois, c'est très motivant, c'est un aiguillon d'innovation, mais en même temps, il faut guider les gens. C'est quoi un ingrédient circulaire? C'est quoi un ingrédient naturel? Bref, c'est là où il faut de la formation technique sur c'est quoi la durabilité des Alors, métiers. Patrick, je vois sur le film une question internationale. Et qui rebondit un peu sur ce que disait Joël tout à l'heure, sur le fait que ça ne résonne pas de la même façon selon le pays dans lequel on va se retrouver. Donc, la question, c'est est-ce que vous auriez un exemple à l'international face à des complexités multiculturelles où l'environnement n'est par exemple pas prioritaire? Alors, oui. Comment vous l'adaptez dans vos cultures internationales qui ne sont pas aptes forcément à recevoir ou qui le reçoivent différemment? Alors, première réponse, c'est qu'il y a un socle non négociable. Voilà. Vous êtes une multinationale mondiale, chez L'Oréal, il y a un socle non négociable, que vous soyez dans des pays où, entre guillemets, les valeurs ou la maturité des gouvernements ou des citoyens n'est pas là. OK, mais chez L'Oréal, on fait comme ça. On fait comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, on va être soucieux de notre impact environnemental dans nos usines. Elles seront toutes carbone neutres dans le monde en 2025, qu'on soit en Chine, en Colombie, au Brésil ou en France. C'est comme ça, c'est pas négociable. Et après, vous avez des degrés d'avancée. C'est là où vous modulez. Vous avez des feuilles de route qui vont être plus ou moins avancées. Il est évident qu'en Europe, la partie dont je m'occupe particulièrement chez L'Oréal, c'est plus avancé. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience et une antériorité sur ces sujets-là des gouvernements, des lois, des législations et des citoyens qui est très différente. Et donc, on est plus en avance. À l'inverse, aux États-Unis, force est de constater qu'il y a encore un peu de travail. Là, on ne va pas au même rythme, mais par contre, on a le même objectif. En Asie. Et en Asie, alors là, en Asie, c'est assez intéressant parce que il y a beaucoup de sujets sur lesquels ils sont. L'économie circulaire, par exemple, en Asie, mais justement par aussi intérêt de préserver les ressources, ils sont aussi intéressés que les Européens sur le sujet. Alors, il y a des modulos, la Corée n'est pas la Chine, etc. L'Asie, ça n'existe pas, c'est très différent. Là, vous avez le Japon qui est un pays très, très en avance sur l'économie circulaire et le développement durable, c'est moins vrai dans d'autres pays. Bon. Mais le tout, c'est d'arriver à emmener tout le monde sur des feuilles de route à 10 ans. D'où l'intérêt de fixer des objectifs long terme. Et on embarque tous les pays. Mais oui, il y a des trajectoires et des rythmes plutôt qui sont différents. Et par contre, l'objectif est le même pour tous. Vous avez des profils internationaux, Karine, justement, qui vont soit favoriser une capacité à rentrer dans un leadership responsable ou qui peuvent vous paraître des freins. Comment vous affrontez cette question de la culture multi-pays? Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'on est souvent sollicité
pour avoir des cadres ou des cadres dirigeants qui ont une expérience professionnelle importante en France. Parce que malgré tout, en France, alors certes, on n'est pas parfait, on est loin d'être parfait, mais on est globalement pas trop mal avancé sur ces sujets. Parce qu'il y a une culture, il y a une dynamique, il y a une culture de la réglementation aussi. Hein, voilà, formel, oui, parfois, moi, j'entends, oui, de toute façon, maintenant, la RSE, c'est comme le digital, ça s'infuse partout. Non, le digital, il s'est infusé tout seul. La RSE, ça s'infuse beaucoup parce qu'il y a des réglementations aussi. Il faut au moins le reconnaître. Donc, les gens qui ont une expérience française, en tout cas, c'est souvent un atout pour pouvoir travailler sur ces sujets-là. Après, je voudrais me permettre pour ceux qui sont dans des entreprises où il n'y a pas cette maturité de formation comme il peut y avoir chez L'Oréal, il y a d'autres façons aussi d'acquérir ça. Vous avez des associations professionnelles, on parlait des marketeurs, l'ADTEM, qui est l'association majeure des gens qui font du marketing, ils ont un club RSE, mais qui prend une ampleur de plus en plus importante. Dans la finance, c'est pareil. Donc ça, c'est assez facile de pouvoir les rejoindre. Vous avez une association qui s'appelle Alumni for the Planet, qui rassemble tous les anciens d'écoles de commerce, d'ingénieurs, d'universités. Enfin, là-dessus, c'est assez large. De communautés. Exactement. Et je pense qu'en rejoignant ces communautés, on peut apprendre plein de choses. Et puis, il y a de plus en plus de formations sur les métiers aussi. Et vous avez, vous connaissez bien Ecoleur, vous faites maintenant des formations sur les métiers, des enjeux et des hommes pareils. Bon, et il y en a plein, hein, je ne veux pas en mettre en avant plus que d'autres, mais ça commence vraiment à se développer, il y a une dynamique très forte. Oui, il faut être à la fois local et global dans ceci. Alors, c'est vrai que c'est au niveau des leaders, une dimension que cette question nous incite à développer. Effectivement, il faut arriver à faire à la fois vertical dans son métier et en même temps horizontal dans la diversité géographique en tenant compte des tropismes culturels qui sont très différents d'un pays, d'un continent à l'autre. Je crois que ça, c'est une dimension, évidemment, qu'il faut avoir à l'esprit dans le leadership responsable, dans le maniement des choses, dans les priorités qu'on peut avoir pour ceci. J'aimerais peut-être vous mettre dans tout en répondant aux questions là que je vois, les associations y a-t-il des associations de managers entrer dans la question des métiers? Y a-t-il des associations de managers de transition impact? D'abord, moi, ça n'engage que moi, mais je n'utiliserai pas le vocabulaire de manager de transition impact, compte tenu de ce qu'on a dit dès le départ. On est dans le domaine de la durabilité et donc ce développement durable qui doit produire réduire les impacts négatifs pour des impacts positifs. Voilà, soyons logiques. Et donc, aujourd'hui, il y a des associations professionnelles. On a créé il y a quelques années, au moment du Grenelle de l'environnement, le Collège des directeurs de développement durable. Aujourd'hui, il doit être à plus de 400 membres, je pense, hein, Caroline. Donc, qui est une association professionnelle qui a pour but de partager ceci. Je peux même dire, pour en avoir été l'initiateur, c'est que lors du Grenelle de l'environnement, les autres fonctions, en l'occurrence, c'était les gens dans les directions générales, le fiscal, au Grenelle de l'environnement, disaient non, vous, le développement durable, vous n'existez pas, vous n'avez rien à dire, et c'est cela. Non, la fonction, il faut qu'elle monte, il faut qu'elle s'organise, et elle a pris une place, et elle travaille son rôle et sa fonction aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que vous pouvez, dans votre coaching ou dans vos activités de conseil, vous appuyer assez largement et Caroline a cité les autres fonctions. Mais est-ce que pour autant, Joël, on dit L'Oréal détermine-t-elle son bilan à partir du bilan environnemental carbone à partir des valeurs émises? Alors ça, c'est une question un peu technique. Je ne vais pas rentrer dans la question technique du bilan carbone de L'Oréal. Je pense que mais en revanche, est-ce que vous estimez qu'il y a des fonctions, il y a des métiers pour lesquels aujourd'hui, ça y est, quand vous avez quelqu'un en face qui est dans le monde de la finance ou autre, où l'acquisition de tout ce qu'on a vu, connaissance, compréhension des stratégies de changement, etc., est quasiment bien faite et partagée, et il y en a d'autres qui résistent. Comment vous caractériseriez un peu l'état des lieux dans les métiers? Je vous dirais bien de faire les chez vous et ailleurs dans votre observation. Alors, je ne vais pas faire les bons et les mauvais élèves, mais en tout cas, il y a des fonctions quand même pour rendre hommage aux fonctions qui sont parties très tôt sur ce sujet-là.
Il y a une fonction assez… Tout le monde de l'industrie, donc les directeurs d'usine, ils y sont allés assez spontanément parce que c'était assez culturel entre guillemets, c'était une culture de l'optimisation. En gros, produire des déchets, ça rend malade un directeur d'usine. Donc, dès qu'on leur a parlé d'économie circulaire, ils ont basculé. Et alors, pour le coup, un directeur d'usine aujourd'hui, chez L'Oréal, ça pense vraiment zéro déchet, comment je peux optimiser mes flux, comment je peux décarboner toute mon activité, comment j'économise l'eau. Bref, ils ont ça, c'est leur job de tous les jours. Pour le coup, franchement, sur cette population-là, il n'y a plus grand-chose à faire. Ils sont dans l'épaisseur du trait. Par contre, les acheteurs, c'est très intéressant. Les acheteurs, ils ont basculé assez tôt dans ces logiques-là, pour deux raisons. La première, c'est que… Ce ne sont pas les cost killers. Non, justement, c'est pour justement qu'on arrête. Non, mais la composante humaine est extrêmement intéressante. Pourquoi les acheteurs? Il y en a qui sont convaincus, mais il y en a aussi qui sont allés sur la sustainability en disant c'est un bon moyen aussi de redorer le blason de ce métier qui avait une mauvaise réputation dans les années 90. Pour cause. Et pour cause. Aujourd'hui, l'acheteur, il a un métier assez extraordinaire parce qu'il travaille aussi autant à l'impact humain, et chez L'Oréal, on a un système qui s'appelle le Solidarity Sourcing. Tous les acheteurs négocient avec leurs clients des impacts sociaux positifs pour des populations vulnérables dans tous les lots de marché. Donc ça fait partie du job. C'est pas à côté quand on a le temps. Dans tous les pays? Dans tous les pays. C'est là où c'est… voilà. Et sur l'environnement, c'est pareil. Les acheteurs accompagnent les fournisseurs et c'est un critère de choix en disant propose-moi une offre décarbonée, tu seras entre guillemets mieux évalué que tes concurrents si jamais tu fais quelque chose de bon. Donc ça, évidemment, les acheteurs sont aussi… Après, peut-être les populations où c'est encore… La finance, je vous rejoins complètement. La finance bascule et on a des interlocuteurs et des dialogues avec le monde financier qui sont extrêmement intéressants. Ils ont compris que depuis quelques années quand même que le monde allait changer et ils ont des outils, ils ont des approches très intéressantes. Là où c'est peut-être encore le plus compliqué, c'est le marketing, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résistance, ils sont convaincus et c'est sur le rythme pour y aller. Là, c'est plus une question de rythme que de conviction. Ils sont tous convaincus individuellement, collectivement, mais c'est le temps nécessaire pour y aller. Un portefeuille produit, ça se transforme pas en 5 minutes. Sur cette typologie un peu des leadership responsables appliqués aux différents métiers, Caroline, vous sentez comment les niveaux de maturité? Et je rajoute une question, est-ce que c'est un phénomène de génération ou pas? Allons-y. Osons. Il y a beaucoup de questions. Je voudrais juste revenir, Joël, quand vous dites les acheteurs maintenant ont un métier formidable, non seulement dans les grandes entreprises comme la vôtre, ils ont un métier formidable, mais en fait, ils vont pousser des filières entières. Parce que maintenant, quand on veut être fournisseur chez L'Oréal, mais chez bien d'autres, il faut commencer à avoir engagé une démarche RSE. Et souvent, c'est le début d'une belle aventure sur ce sujet. Après, sur les métiers, effectivement, moi, je vois beaucoup au niveau du marketing, au niveau de la communication, au niveau de la finance, la logistique. Après, ça dépend aussi des secteurs d'activité et des tailles d'entreprise, et puis aussi des communautés dont font partie les entreprises. Enfin, j'ai vu quelque chose passer sur l'entreprise régénérative rapidement. Oui. Donc là, il s'agit en fait d'avoir une entreprise qui comprend et respecte les limites planétaires et puis de faire en sorte de commencer à réparer. On a évoqué aussi les sociétés à mission. Je me permets, Patrick, et je sais que je vais vous agacer, mais il y a le label Bicorp aussi. Tout ça, ce sont des… Agacé, pourquoi? C'est un label étranger qui existe. Tout ça, ce sont des initiatives en fait. Donc, il y a des petites querelles dans le milieu, hein, c'est pas grave. Tout ça, ce sont des initiatives qui permettent en fait d'engager une démarche et puis d'embarquer petit à petit tous les métiers. Et quand on voit société à mission, Bicorp, souvent c'est des gens, c'est des tailles d'entreprise. Il n'y a pas de directeur RSE, donc c'est vraiment quelqu'un du métier qui va prendre ça. Qui va prendre sa casquette et puis qui va embarquer petit à petit les autres. Dernière question, je crois, sur les générations. Là-dessus, j'ai envie de dire, à la fois, effectivement, il y a un truc générationnel très fort.
mais il y a aussi énormément de cadres qui ont plus de 35, 40, 45 ans, 50 ans, qui se disent j'ai envie de faire quelque chose, je peux faire quelque chose. Et je pense que c'est important que ces gens-là se disent il n'est pas trop tard, je ne vais pas attendre que ce soit. Voilà, c'est ça, je ne vais pas attendre que ce soit les jeunes qui le fassent, parce que les jeunes, ce qui est formidable, c'est qu'ils arrivent avec leur pêche, leur jeunesse, leur envie de tout, leur inconscience qui est nécessaire. Et quelqu'un qui est cadre dirigeant, qui a été confronté à des crises, qui a été confronté à des transformations, à des difficultés, a énormément de choses à apporter à la fois à la transformation de l'entreprise et puis pour entraîner ces jeunes, pour gérer aussi, parce que de plus en plus, nous, en discutant avec les directions des ressources humaines, elles nous disent ce qui est complexe, c'est qu'il faut gérer l'éco-anxiété des jeunes, il faut gérer aussi le contresens dans la quête de sens, c'est-à-dire que même des entreprises ultra engagées, quand c'est des grosses multinationales ou même quand elles sont plus petites, on ne peut pas tout faire parfaitement du jour au lendemain. Et là, les jeunes ont besoin d'être accompagnés là-dessus. Là, je ne peux pas m'empêcher de ne pas vous poser la question à tous les deux, qui a été sur le moment assez fondamentale. Ce matin, la presse faisait écho des pertes d'attractivité des grands groupes à l'égard des jeunes talents. Vous avez évidemment à l'esprit toutes les déclarations des associations d'étudiants. Moi, je les vis beaucoup dans les campus qui disent fini les grands groupes qui nous maltraitent et qui en fait sont greenwashers. Donc, est-ce que ce leadership responsable, s'il est bien diffusé de la direction générale de la gouvernance dans toutes les sphères de l'animation de la hiérarchie des entreprises, n'est pas le levier pour rattraper un peu les choses et retrouver une dynamique d'attractivité dans les grands groupes à l'égard de talents qui aujourd'hui sont quand même devenus distants à l'égard au cynisme un peu souvent des grandes entreprises. Qu'en pensez-vous de ce phénomène et quid d'un leadership responsable au secours de ce phénomène, Joël? Alors, juste, on ne fait pas de la RSE ou du développement durable ou de l'impact parce qu'on a décidé que c'était bien pour la marque employeur du groupe. Il faut juste pas renverser les choses. On fait du développement durable dans plein d'entreprises, notamment chez L'Oréal, depuis bien plus longtemps que la crise des talents. Donc voilà, donc c'est juste pour. Par contre, que ça soit utile pour des raisons plus fondamentales. Pour des raisons fondamentales, voilà. Donc, par contre, qu'il faille en parler et le marketer positivement pour justement dire si vous venez chez nous, vous aurez la possibilité de transformer de l'intérieur, et j'insiste parce que il n'y a pas de polémique dans mon propos, c'est juste de dire c'est très bien qu'il y ait des étudiants qui aient envie d'aller changer le monde à l'extérieur de l'entreprise ou de ne pas y travailler. Il en faut. Il faut des gens à l'extérieur, mais il faut aussi, pour un changement sociétal, des gens qui, à l'intérieur des organisations, et c'est vrai pas que pour les entreprises, c'est vrai pour le monde associatif, c'est vrai pour le monde politique, il faut que les gens aillent se coltiner la réalité de la transformation à l'intérieur des organisations, et on a besoin des deux. Et les deux peuvent travailler ensemble. Pour le faire ou pas? Comment? Parce que je vois qu'un des participants demandait s'ils avaient un lab chez L'Oréal pour encourager ça. Un laboratoire ou quelque chose, une instance, un lab d'innovation interne. On a plusieurs labs d'innovation, mais sur le développement durable, à proprement parler, pour le coup, nous, notre position, c'est plutôt de former et d'accompagner tous les métiers. Il n'y a pas un lab spécifique ou une équipe spécifique qui développerait, par exemple, des produits. En gros, tous nos patrons marketing de marque doivent intégrer aujourd'hui une feuille de route de sustainabilité et ils le font. Certains qui vont plus vite que d'autres, mais c'est pas uniquement un lab où on élabore des solutions durables. Ça infuse dans toutes les parties. Vous parliez de formation et c'est quand même une question récurrente dans le chat parce que vous avez parlé des associations, des alumni, mais il y a beaucoup de personnes qui demandent s'il y a vraiment des formations, notamment pour les cadres dirigeants qui veulent, je cite, shifter vers les métiers RSE ou en tout cas être plus impliqués sur ces problématiques en entreprise. Là, je pourrais en répondre à votre question. C'est Patrick qui va répondre à votre question. Parce que, si vous voulez, ça fait des années et des années que je me lamente de voir que nous formons dans les business schools et les plus grandes françaises, qui ont reste un pignon sur rue en Europe et dans le monde, qu'on forme des managers au canon classique de l'efficience managériale qui consiste simplement à optimiser les ressources et quel est le modèle sur lequel nous formons nos dirigeants jusqu'à aujourd'hui, c'est diriger une entreprise, c'est faire en sorte qu'elle gagne le plus.
Voilà. Donc, qu'elles vendent le plus, qu'elles gagnent le plus. On est dans le monde du plus, du toujours plus. Alors que le modèle durable consiste à dire autre chose, c'est on va vous former à savoir mieux produire et atteindre des objectifs durables. On n'y est pas dans l'enseignement supérieur, donc c'est un problème. Là, je laisserai à nouveau Joël et Caroline intervenir là-dessus, c'est-à-dire qu'on a finalement une ligne derrière de cadre que vous devez rencontrer qui n'ayant pas eu dans l'enseignement supérieur, dans la formation initiale, cet apprentissage des fondamentaux acquiert sur le tas un certain nombre de choses, mais qui sont peut-être pas aussi dans une vision holistique et dans une vision d'ensemble que ce dont ils auraient besoin. Et donc, aujourd'hui, il s'est mis en place des formations continues qui répondent à ceci. On en a évoqué, elles existent, il y en a dans le monde, il y en a en France. Mais c'est vrai que ça n'est pas forcément inscrit dans des parcours jeunes talents ou dans des appréciations de promotion. Je ne dirais pas que les processus aujourd'hui de sélection des dirigeants intègrent correctement cette appropriation de qualité des savoir-faire durables. Mais je vous laisse critiquer peut-être cette assertion. Non, c'est pas effectivement, c'est pas systématique. C'est plutôt sur demande. Par contre, il y a une demande de plus en plus forte de dirigeants qui veulent comprendre les enjeux d'impact sociaux et environnementaux et qui nous demandent des formations. Donc oui, il y en a. Alors, allons pas chercher à l'autre bout de la planète. Voilà, on en a en France des très bien, franchement. Et c'est vrai que c'est pas du chauvinisme. C'est vrai que la France est assez en avance sur le plan développement durable. On va pas faire de la fausse modestie. C'est le cas. Donc c'est le cas. C'est pour moi qui le dis. C'est toutes les agences de notation qui le reconnaissent. Donc, il y a des formations. Patrick, en pilote, je suis intervenu dans beaucoup de ces formations et c'est de très bon niveau. C'est l'Académie durable. C'est très, très bien. Vous avez, moi, j'ai eu la chance il y a très longtemps de faire l'Institut d'écriture souhaitable qui m'a fait basculer parce que j'avais besoin de me faire aussi un petit peu secouer. Projectif. Et voilà, c'était projectif et c'était génial. Voilà, il y a plein de formations, mais de grâce, allez pas forcément voir dans le monde anglo-saxon en pensant que c'est toujours mieux. Merci de le dire. Caroline, sur cette capacité à acquérir en cours de route des choses. Alors, avant ça, je voudrais revenir quand même sur les grands groupes et les jeunes qui, soi-disant, ou peut-être sûrement fuient les grands groupes. Je voudrais parler d'une anecdote. Moi, en fin août, j'étais invitée sur une rencontre dialogue université-entreprise. J'avais dit oui des mois avant et je me suis dit, voilà, mais pourquoi j'ai dit oui? C'est à la fin du mois d'août. Bon. Et donc, je suis allée là-bas. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y avait le président de Vinci, il y avait le président de l'ADP. Et je me suis dit, là, c'est quand même qu'il y a une vraie transformation parce qu'il y a encore 3 ans, c'est les stagiaires qui étaient envoyés à ces tables rondes, surtout à la fin du mois d'août. Donc, je pense quand même que pour les gens qui aujourd'hui sont cadres et qui ont envie d'aller sur ces sujets-là, il y a un vrai momentum, entre guillemets, parce qu'on a des dirigeants d'entreprise, que ce soit par conviction ou pas, qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin de transformer, et ils ont besoin des cadres et des cadres dirigeants pour faire le lien avec cette jeune génération. Donc, voilà, on parle beaucoup aussi du fait que le marché du travail est très tendu pour les employeurs. Donc, on peut aujourd'hui avoir un certain nombre d'exigences, que ce soit sur alors des choses sur le bien-être au travail, télétravail, le salaire, etc. Mais en tout cas, on peut aujourd'hui aussi avoir un certain nombre d'exigences là-dessus. Donc, c'est maintenant qu'il faut… Caroline, j'aimerais bien aussi avoir votre point de vue, parce qu'on en parlait tout à l'heure en aparté. Là, on parle beaucoup des grands groupes, mais qu'en est-il des plus petites structures? Je vois qu'il y a pas mal de questions aussi sur le chat par rapport à ça. Alors, sur les plus petites structures, alors, hormis celles qui sont ce qu'on appelle purpose native et qui sont hyper engagées et qui donc par choix sont sociétés à mission depuis avant que ça existe même, puisque ça date de la loi Pacte en 2019. Moi, ce que je constate, c'est que il y a vraiment les ETI, les PME et notamment dans les régions qui se mettent énormément sur ces sujets. Alors, bien souvent, c'est au départ poussé par des grands fournisseurs, poussé par les fonds d'investissement, puisque de plus en plus, maintenant, il y a un certain nombre de fonds d'investissement avec des outils
qui vont… très, très investi là-dessus. Exactement. Et en fait, les fonds d'investissement, on parle des étudiants qui font bouger les choses, et moi, je voudrais parler aussi des fonds d'investissement qui font vraiment bouger les choses. Ce qui fait que les ETI, les PME s'intéressent énormément à ce sujet. Et souvent, dans les ETI, souvent, elles sont très ancrées au niveau régional, elles sont très ancrées au niveau familial, et il y a déjà un certain nombre de choses qui est fait. Il y a quand même une forme de culture qui est là, et puis une envie aussi de long terme, et il n'y a pas de résultats en bourse non plus tous les 3 mois, ce qui fait qu'il y a vraiment des chiffres qui sont assez faciles, toutes choses égales par ailleurs, bien sûr, à faire. Mais sur cette question des PME, alors, elle est très différente quand même, elle est très compliquée. Je ne pense pas qu'on est dans le laps de temps qui nous reste la possibilité de l'aborder. 10 minutes. Combien? 10 minutes. Voilà, dans les 10 minutes, on peut rester. Il y a plein de sujets que vous abordez dans le questionnement. On va voir. La question des PME en est une, mais elle n'est, à mon sens, elle n'est à mon sens qu'au début. C'est-à-dire qu'on est plutôt encore dans le cycle où ce sont les grands groupes, pardon Joël, mais qui imposent aux PME leur cadre pour arriver à améliorer leur chaîne de valeur et dans des conditions qui souvent, là je me fais l'écho notamment de la CPME, mais aussi d'organisations professionnelles de petites minoriteries, dans des conditions où elles ne trouvent pas leur compte facilement et où il y a souvent double peine, c'est vous devez être RSE et on vous paye le moins. Ça reste quand même un peu le contexte un peu large aujourd'hui dans lequel on est, et je pense que ça serait des transformations un peu qui restent à faire. Il n'y a pas une conscience très forte, mais je peux me tromper, je sais pas faire réagir, il n'y a pas une conscience très forte chez les dirigeants, que ça soit, je trouve, les RH, que ce soit la finance, que ce soit le marketing, etc., pour essayer de faire en sorte de donner ces chances à des acteurs nouveaux, voire parfois à des témoins, ça peut être aussi à des startups, à des innovations qui sont dans ce domaine très, très intéressantes. Et on est encore dans une logique, il faut que ça me rapporte au grand groupe. Je trouve que là, la prise de risque à l'égard des PME, à l'égard des gens très innovateurs et autres, dans les groupes, aujourd'hui, de la part des responsables en général, elle reste quand même assez modeste. Mais vous êtes un mauvais exemple parce que vous êtes l'un des bons leaders. Donc, oui, moi, je suis pas d'accord avec toi. Bon, ouais. Allez, au contraire, il y a plutôt, alors, moi chez L'Oréal, parce que je ne peux pas parler de tous les groupes, mais il y a au contraire une prise de risque et on va chercher justement des partenariats, y compris financiers. On a monté des fonds, d'ailleurs, le sujet c'est l'impact. On a monté chez L'Oréal un fonds d'impact investing sur l'économie circulaire il y a quelques mois. On ne va chercher que des PME sur des innovations de rupture. Pour l'instant, dans les dossiers qu'on voit et qu'on pousse tous ensemble, c'est des choses dont la rentabilité n'est pas toujours évidente. Oui. Et par contre, l'innovation de rupture nous plaît tellement qu'on est prêt à y aller. Donc, et c'est des toutes petites entreprises. C'est pas, là, je ne vous parle pas de grands. Ça peut être 3 chercheurs qui ont trouvé un brevet. Ça peut être ça. Donc, du coup, je pense que beaucoup c'est en train de tourner. Il n'y a pas du tout. Et même vis-à-vis des fournisseurs, tu parlais de grands groupes qui imposeraient leur cadre. Nous, on va jusqu'à former. C'est-à-dire que si tu vas juste de dire, et je suis d'accord, dans une clause, tu vas faire moins de carbone, tu vas prendre des gens vulnérables en insertion dans ce marché, et puis on va te payer moins. Non, ça marche pas. Donc il y a des discussions très très claires. Je l'ai fait d'ailleurs avec certains fournisseurs sur le partage de la valeur. Ça va être plus cher, ok. L'Oréal s'engage dans la durée, etc. Et on s'engage aussi dans la durée. C'est ça qui est important. Je pense que pour embarquer son écosystème, notamment ses fournisseurs, dans l'impact, il faut partir sur de longues années avec eux. Si vous faites un appel d'offres tous les 18 mois, ça marche pas. Est-ce que tu dirais, et Caroline, qu'en pensez-vous, que pour reprendre le titre de l'excellent livre de ta directrice développement durable worldwide, Alexandra Palt, il faut en fait que les leaders, les dirigeants fassent du corporate activism. C'est-à-dire qu'ils aient une idée de l'entreprise comme acteur de changement en société et pas simplement qui fait mieux, qui est plus green, qui a des bonnes pratiques, qui fait bien. Mais il faut franchir cette étape. Est-ce que tu penses qu'on en est là? On en est là. De toute façon, on en est là aussi. Moi, je suis d'accord avec cette approche parce que les sujets sociétaux, ils rentrent de toute façon dans l'entreprise.
Exemple, MeToo. Je veux dire, on a fait une campagne nous stand-up avec L'Oréal Paris qui marche extrêmement. C'est des outils pour les jeunes filles pour éviter de se faire harceler ou en tout cas pour prévenir le harcèlement de rue. Et c'est pas pour les jeunes filles d'ailleurs, puisque faut que les hommes dans le métro aussi puissent réagir en disant stop. Il y a plein de méthodes pour le faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que les sujets sociétaux y rentrent de toute façon. Donc oui, il y a à l'entreprise aujourd'hui, il y a un besoin de prendre des positions. Ça ne veut pas dire s'occuper de tout et dire son avis sur tous les sujets politiques, c'est pas ça. Mais il y a des sujets en tout cas sur lesquels on peut avoir dans l'entreprise de l'influence. Et chez L'Oréal, on a de l'influence parce qu'on fait de la publicité, parce qu'on fait du média. Donc oui, on a un rôle à jouer sur l'inclusion, sur la discrimination des femmes. On a un rôle positif à jouer. Et Caroline, est-ce que dans les recrutements, cette dimension de l'engagement, vous la voyez comme une crainte en disant « Ouh là là, je ne recrute pas pour une ONG » ou au contraire comme une qualité, un gage de réussite pour les leaders et les cadres qui veulent faire ce métier? Alors, en fait, c'est amusant parce qu'il y a quelques années, on me précisait à chaque fois je veux quelqu'un d'engagé, mais pas de militant. Parce qu'en fait, à l'époque, les gens qui s'intéressaient à ces sujets, ils étaient forcément ultra méga engagés. Et je dis on parce que j'y étais déjà. En fait, on savait pas cacher notre militantisme, mais c'était quand même du corporate activisme qu'on faisait déjà. Maintenant, à l'inverse, souvent, alors il y a des entreprises qui me disent attention, moi je veux pas un militant. Là au moins, ça permet de poser le débat. On sait que c'est quelqu'un pour titre de boxe. Au niveau réglementaire, et au moins les choses sont claires. Mais c'est vrai que de plus en plus, des entreprises, même très classiques, me disent oui, je veux quand même quelqu'un qui nous bouge et qui soit un peu militant. Alors bien sûr, il faut le faire avec beaucoup d'intelligence et de compréhension, parce qu'il ne suffit pas d'être à nouveau, on ne peut pas avoir un avis sur tous les sujets et puis être complètement anti-croissance, anti-entreprise, anti-tout, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Est-ce que… Oui, je vous en prie. Je suis désolée parce que j'ai un rôle très ingrat, c'est celui du timekeeper. Voilà, et de la synthèse. Et il nous reste 4 minutes. Alors, il nous reste 4 minutes. Donc, j'aimerais bien poser la question dans cette fin de webinaire de avec quoi vous souhaiteriez que nos invités repartent aujourd'hui? Alors, quelle idée du leadership responsable vous voudriez qu'il garde à l'esprit? Caroline, d'abord. Alors, moi, je dirais la quête de sens, c'est formidable, mais voilà, il y a la quête d'exigence derrière. Et je pense qu'un vrai leader à impact, c'est quelqu'un qui est capable de réinventer le paradigme du succès. Donc, j'insiste à nouveau, c'est la performance sociale, environnementale avec une performance financière qui est là pour la soutenir. Joël, votre définition à vous? On n'a pas parlé de manière explicite, mais la première des qualités avec lesquelles il faut, c'est vrai pour beaucoup de métiers, mais particulièrement celui-là, si vous voulez avoir un impact, il faut avoir du courage. Donc le courage, ça se cultive, c'est pas un truc inné, et ça se cultive dans l'action. Donc je pense qu'on arrive à un moment où il faut savoir prendre des positions et défendre des valeurs dans l'entreprise. Voilà, le courage. Et puis la cohérence et l'alignement, c'est-à-dire ce qu'on en a parlé en aparté, c'est qu'il y a des organisations où vous pouvez se stretcher, aller faire bouger l'organisation jusqu'à une certaine limite. Si vous trouvez que dans cette organisation-là, vous ne pouvez plus, eh bien, il ne faut pas avoir peur de changer. Je crois qu'il faut aussi être courageux en se disant on ne peut pas non plus transformer toutes les organisations et peut-être que vous serez très bon pour la transformer dans une autre organisation. Et j'oserais ajouter, moi, tout en étant profondément d'accord avec ce qui vient d'être dit, que le leader responsable, qu'il soit dans un métier ou dans un autre, mais surtout en direction générale, je dire, c'est avant tout celui qui a à la fois une vision, se dire le monde va là, et donc quelle est la place que nous pouvons y tenir et y apporter. Donc qui a le sens un peu de la contribution et de rendre compatibles les diverses injonctions, les injonctions économiques, les injonctions planétaires, les injonctions humaines, de façon à tenir sa place de contributeurs à l'amélioration des choses, avec l'humilité que rappelait Caroline tout à l'heure. On n'est pas omniscient dans ces métiers, mais aussi avec quand même une ambition de faire quelque chose.
peu, en fait, un raccourci de ce que peut être le destin humain, le reste de tout à chacun, d'une certaine manière. Mais il se joue beaucoup et il change profondément le fait qu'un leader aujourd'hui, du reste, vous ajoutez mon responsable, n'est pas celui seulement qui va faire gagner l'entreprise, mais c'est celui qui va faire gagner l'entreprise dans un monde qui va aussi gagner. Et c'est pas évident aujourd'hui d'avoir ça. Voilà. J'espère qu'on a répondu à certaines des préoccupations des uns et des autres. On a fait le point sur ces transformations en cours et surtout, n'hésitez pas, mesdames, messieurs, les coacheurs et conseils des ressources humaines qui aident les entreprises et les cadres à bien avancer, à les encourager dans ce domaine, mais à les encourager à le faire bien, à le faire avec conviction, avec un sens de la transformation qui est collectif et de ne jamais perdre un peu le sens de l'essentiel. Merci à vous d'avoir contribué à éclairer le sujet. C'était vraiment une joie de vous avoir à nos côtés parce que vous êtes vraiment référente sur ces sujets-là. Je voulais remercier toutes les personnes aussi qui ont aidé à la préparation de ce webinaire, en particulier des personnes que vous ne voyez pas à l'écran mais qui sont autour de cette table. Donc, Édouard Ayot, du cabinet Inside, qui a été très actif aussi sur la préparation. Rémi, de chez Talentis, grâce à qui nous avons pu faire ça de manière très fluide. Et Catherine Jaunet de Syntec Conseil, voilà, qui, elle, nous a également aidé à rendre possible la mise en avant de ce sujet. Voilà. Et merci à vous tous d'y avoir également participé. Cela nous donne envie de reproduire l'exercice. À bientôt pour un nouveau webinaire. Alors, je rajouterai juste une dernière petite chose, c'est qu'on vous a préparé, quand je dis on, c'est avec l'aide évidemment de nos intervenants, on vous a préparé une liste de lectures ou de sources d'inspiration qu'on vous recommande. On pourra peut-être y ajouter quelques formations. On va vous l'adresser, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et se cultiver sur le sujet. Voilà, merci à vous tous et bonne fin de journée. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci.